Bonjour à tous, je m'appelle Naomi. Tous les enfants aiment leur mère, mais j'aimais vraiment la mienne. Elle méritait tout l'amour du monde et plus encore. C'était fou de voir à quel point elle était gentille. Elle avait dû être mise au monde pour montrer aux autres comment être une bonne personne. Quand elle a accompli sa mission, Dieu l'a appelée. Elle avait un cancer, mais je ne l'ai pas su pendant longtemps. Mes parents me l'ont caché. Je pensais qu'elle était allée rendre visite à ma grand-mère, mais elle était à l'hôpital. Un jour, mon père est venu me chercher à l'école et m'y a emmenée. J'étais choquée de voir ma mère au lit. Elle avait l'air si malade et pourtant elle souriait encore. Mais elle avait du mal à parler. J'ai dû me pencher très près pour l'entendre. « Naomi, ma fille chérie, hélas, je ne serai plus là très longtemps, mais je continuerai à t'aimer, n'oublie jamais ça. J'ai demandé à ton père d'épouser parce que tu es encore si jeune. Tu as besoin d'une famille aimante pour grandir. S'il te plaît, aime ta nouvelle mère, soyez une famille heureuse. C'est comme ça que je serai en paix. C'est tout ce que je vous demande. » C'est ainsi que ma mère m'a dit au revoir. Elle est morte quelques jours plus tard. J'étais vraiment triste, mais j'étais aussi en état de choc. Une semaine plus tôt, j'avais ma mère que j'aime avec moi. Et maintenant, je n'avais que 13 ans et elle n'était plus là. Il m'a fallu un certain temps pour le croire, mais j'ai fini par réaliser que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter cette réalité. Un jour, quelques mois plus tard, mon père est venu me voir et m'a dit « Naomi, on va sortir dîner. J'aimerais te présenter quelqu'un. » Il avait l'air penaud en le disant. Il regardait le sol. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier. « Je ne veux rencontrer personne !» Cette fois, il m'a regardé. « Chérie, j'ai promis à ta mère que je t'élèverais dans une famille aimante. » C'était le dernier souhait de ta mère. « S'il te plaît, comprends-moi, » a-t-il dit. J'ai hoché la tête en désespoir de cause. Il avait raison, puisqu'elle m'avait dit la même chose. Ce soir-là, j'ai rencontré Coralie. C'était une amie de mon père de l'université. Ils n'étaient pas très proches à l'époque, mais ils avaient repris contact grâce à Facebook. Elle était divorcée et avait une fille d'environ mon âge qui vivait avec son père. Ce seul fait aurait dû suffire à me dire qu'elle n'était pas une bonne personne. Comment une mère peut-elle quitter sa fille? Comment pouvait-elle la laisser vivre dans une autre maison? Je n'y ai pas pensé au début. En fait, je l'aimais bien. Elle semblait affectueuse et s'intéressait à moi. Elle m'a posé plein de questions sur moi. Elle était aussi très drôle. J'ai tant ri ce soir-là que j'en avais mal au visage. Sur le chemin du retour, mon père m'a dit « Tu l'aimes bien aussi, non ?» J'ai souri et j'ai hoché la tête. « Tu n'as pas à l'aimer comme ta mère. Ce n'est même pas possible. Tout ce que je te demande, c'est que tu lui donnes une chance, a-t-il dit. » Je ne sais pas s'il m'aurait écouté si j'avais dit que je ne l'aimais pas, mais je regrette toujours d'avoir été si positive à son sujet. Après ça, les choses sont allées très vite. Ils se sont mariés et Coralie a emménagé avec nous. J'avais maintenant une belle-mère. Ma mère et mon père voulaient tous deux que je l'aime. J'ai donc décidé de faire de mon mieux surtout pour ma mère. Mais j'ai vite compris que ça n'allait pas être possible. Coralie était comme la méchante belle-mère dans les contes de fées. Chaque jour, je découvrais une nouvelle chose que je n'aimais pas chez elle. Pour commencer, elle voulait tout contrôler. Elle ne voulait pas que la porte de ma chambre soit fermée. Chaque fois que je la fermais, elle l'ouvrait. Finalement, elle a fait enlever la porte par mon père. L'excuse était que la porte devait être peinte. Il s'est avéré qu'elle était aussi très égoïste. Son médecin lui a dit de consommer moins de sel ou plus du tout si possible. À partir de ce jour-là, elle a commencé à cuisiner sans sel. Elle ne voulait même pas qu'on ait du sel sur la table. Elle a dit qu'elle aurait été tentée, donc qu'on ne pouvait pas en avoir non plus. Elle avait aussi des obsessions bizarres. Par exemple, elle n'utilisait jamais les toilettes publiques. Elle pensait qu'elle attraperait toutes sortes de maladies si elle le faisait. Elle ne me laissait pas les utiliser non plus parce qu'elle disait que je ramènerais les bactéries à la maison. Quelquefois, je devais tellement faire pipi que j'ai dû courir chez moi. Un week-end, la fille de ma belle-mère, Emma, est venue chez nous après que mon père ait insisté. Je me méfiais d'elle à cause de sa mère. Mais j'avais tort car Emma ne lui ressemblait en rien. Il s'est avéré qu'elle était super cool et on a passé un bon moment. Je crois que Coralie n'aimait pas qu'on s'entende car elle me demandait de faire plein de corvées quand Emma et moi étions ensemble. Par exemple, papa sortait les poubelles le soir, mais pour la première fois, elle m'a demandé de le faire. J'ai dit « Papa le fera plus tard », mais elle a marmonné « Fais-le maintenant pour que ça ne sente pas ». Ce n'est qu'un exemple. Il y a tellement d'autres choses. Elle m'a fait arroser toutes les plantes. Elle m'a fait nettoyer la salle de bain après qu'elle ait pris une douche. Elle m'a fait aller acheter des piles pour la télécommande de la télé. Et des choses comme ça. On était surprises à chaque fois. Emma connaissait sa mère bien mieux que moi et a dit «
On ne sait jamais à quoi s'attendre avec elle. Je suis sûre qu'elle a ses raisons, mais elle seule les connaît. Ma belle-mère a continué à me traiter de la même façon les jours suivants. Je n'ai pas compris pourquoi. Je ne pensais qu'au fait que je m'entendais bien avec Emma. Je me suis dit qu'elle était probablement jalouse parce qu'elle ne s'entendait pas avec Emma, même si c'était sa mère. « Tu feras notre lit tous les matins », m'a-t-elle dit. Mais j'ai protesté. « Pourquoi ? Je fais déjà mon propre lit », ai-je répondu. « Tu dois apprendre à tenir une maison. Tu en auras besoin plus tard », a-t-elle dit, inventant clairement une excuse. Elle m'obligeait aussi à sortir les poubelles tous les jours. Même si quelqu'un venait nettoyer la maison 2 fois par semaine, elle me faisait quand même passer l'aspirateur partout, dépoussiérer les meubles et nettoyer les sols après l'école. Je ne pouvais pas dire non parce qu'elle trouvait toujours des excuses bizarres et n'arrêtait pas de parler jusqu'à ce que je le fasse. Parfois, je faisais ce qu'elle me demandait juste pour la faire taire. Ces excuses étaient acceptables jusqu'à un certain point. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand elle m'a dit de laver sa voiture. « Je ne laverai pas ta voiture, tu penses que je suis qui? Ta femme de ménage? C'est beaucoup trop !» ai-je crié. Elle s'est mise à pleurer tout de suite. Je ne savais pas comment réagir. Cette femme adulte pleurait comme un bébé. J'ai couru dans ma chambre. Si ma chambre avait une porte, je l'aurais claquée. Coralie a pleuré pendant des heures sans arrêt. Quand mon père est rentré, ses yeux étaient gonflés. Il était surpris et a demandé ce qui n'allait pas. « Rien », a-t-elle dit, comme si elle ne voulait pas lui dire. Mon père n'a pas arrêté de demander, alors elle a cédé et lui a dit ce qui n'allait pas. Apparemment, je la traitais comme une ennemie depuis le jour où elle a emménagé. J'étais irrespectueuse quand elle me parlait. J'essayais de me mettre entre elle et mon père. J'entendais clairement tout ce qu'elle disait. Elle inventait toutes sortes de mensonges, mais elle m'a mis dans une position si terrible que si je disais à mon père qu'elle mentait, c'était comme si je confirmais tout ce qu'elle disait. Mon père est venu dans ma chambre un peu plus tard. Il a juste dit « Je ne m'attendais pas à ça de ta part ». Ma belle-mère avait tout déformé, au point que le nier m'aurait fait paraître mauvaise. Alors, je n'ai rien dit. Le lendemain, en rentrant de l'école, ma belle-mère m'a tendu les clés de sa voiture en souriant. « Lave ma voiture si tu ne veux pas décevoir ton père une nouvelle fois », a-t-elle dit. Je l'ai fait, mais j'étais tellement en colère que j'ai pleuré. Je ne voulais pas qu'elle invente de nouveaux mensonges à mon père. En lavant la voiture, j'ai eu une idée. Si je me connectais à ses comptes de réseaux sociaux, trouverais-je quelque chose dans ses messages qui pourrait m'aider? Après avoir lavé la voiture, j'ai sorti la poubelle, nettoyé la salle de bain et sorti le linge de la machine à laver. Après un tas d'autres corvées, je suis allée dans ma chambre et j'ai appelé Emma. Je lui ai dit ce qui se passait. « J'ai besoin de ton aide », ai-je dit. Elle a dit qu'elle serait heureuse de m'aider. « Tu connais le mot de passe Facebook de ta mère ?»« Des suppositions ?» ai-je demandé. « Si c'est toujours le même, ce sont les 2 premières lettres du nom de notre chien et le numéro d'immatriculation de son ancienne voiture », a-t-elle dit. Elle l'a épelé et je l'ai écrit. Je tremblais de peur. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai entré l'adresse email de ma belle-mère et le mot de passe que Emma avait deviné. Mais ça n'a pas marché. Puis, j'ai eu une autre idée. Je suis sortie et j'ai vérifié le numéro de la plaque de la voiture que je venais de laver. Je suis revenue et j'ai entré le nouveau numéro. Bingo! J'étais sur le Facebook de ma belle-mère. J'ai rapidement ouvert ses messages. Il y avait une longue conversation entre elle et sa sœur où elle décrivait en détail toutes les choses qu'elle m'a fait faire, tout ce qu'elle a dit à mon père et comment elle nous a tous manipulés. Ces messages étaient suffisants pour montrer qui elle était vraiment. Il y avait aussi un message de son ex-mari. Son ex, qui est le père d'Emma, avait écrit « Commence à vivre une vie honnête. Si tu te fais encore prendre, je ne ferai rien pour t'aider cette fois-ci. » Il était avocat, donc Coralie a dû être impliquée dans un comportement criminel. Mais je ne savais pas ce que c'était. Vous pouvez deviner ce qui s'est passé ensuite. Quand mon père est rentré, je l'ai appelé dans ma chambre. Je sais que c'est mal, mais je n'avais pas d'autre choix. Tu dois lire les messages de Coralie sur Facebook, ai-je dit. Mon père s'est assis calmement et a tout lu. Il n'a rien dit. Il a juste pris quelques notes et fait des captures d'écran. Puis, il m'a embrassé sur le front et il est parti. Un peu plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Je suppose que mon père ne voulait pas avoir cette conversation à la maison. Lui et Coralie sont sortis. Quand je suis allée me coucher, il n'était pas revenu. Quand je me suis réveillée, Coralie n'était pas à la maison. Pendant que j'étais à l'école, elle a fait ses valises et elle est partie. Je ne l'ai plus jamais revue. Naomi, tout ça a été de ma faute. Je suis vraiment désolée. Je crois qu'on l'a échappé belle. J'ai parlé à l'ex-mari de Coralie. Il s'avère que c'est vraiment une psychopathe. Des choses terribles auraient pu nous arriver à tous les deux. Heureusement, elle ne peut plus nous faire de mal. On va s'en sortir ensemble, a-t-il dit.
Depuis, mon père et moi vivons heureux dans notre maison, avec ma merveilleuse mère dans nos pensées. Salut les gars, je m'appelle Laura. J'ai une maladie génétique très rare. Quand je vous dirai ce que c'est, ça vous plaira peut-être. Vous pourriez même souhaiter la voir. Mais quand vous connaîtrez toute l'histoire, vous ne souhaiterez plus la voir. Vu qu'atteindre mon âge avec cette maladie est considéré comme une réussite inhabituelle. Le nom officiel de ma maladie est insensibilité congénitale à la douleur. Ça signifie que je ne ressens pas de douleur. Je ne ressens pas de maux non plus. Par exemple, si quelqu'un se tient sur mon pied, je ne le sentirai pas. Je n'ai pas mal si on me plante une aiguille dans le bras. Je n'ai jamais de maux de tête. Ça ne fait pas mal si je me coupe en préparant à manger. Quand vous entendez tout ça, ça ressemble à un pouvoir, mais ce n'est pas vraiment le cas. La douleur et les maux sont vitaux pour notre santé. Je vais vous parler d'un truc qui s'est produit l'année dernière. Un soir, je suis sortie de la douche. J'ai réalisé que ma peau était toute rouge lorsque j'ai séché mes cheveux. Il s'avère que l'eau était trop chaude quand je me suis douchée. Je ne l'ai pas remarqué car je n'ai pas ressenti de douleur. J'avais des brûlures au second degré sur le dos, les bras, le cou. Le lendemain, j'avais des ampoules partout. Si je pouvais ressentir la douleur, j'aurais senti que l'eau était trop chaude et je n'aurais pas été brûlée. Comme vous pouvez le voir, ressentir la douleur nous aide à nous protéger. Sans elle, on est trop vulnérable. C'est un peu gênant, mais laissez-moi vous dire un truc intéressant. Je ne le sens pas quand je dois faire pipi. Je vais donc toujours aux toilettes à la même heure chaque jour. Mon corps y est habitué. Si je ne respecte pas le programme, je ne ressens rien, même lorsque ma vessie est pleine. Je ne peux le sentir que quand je commence à me faire pipi dessus. Alors, j'ai mis des alarmes pour me rappeler d'aller aux toilettes. Je sais que c'est un peu dégoûtant, mais je voulais que vous compreniez bien ma situation. Donc, si je ne sais pas quand j'ai besoin de faire pipi, cela veut-il dire que je ne ressens pas la faim? Heureusement, ce n'est pas un problème. La faim et la sensation de satiété sont contrôlées par un autre mécanisme. Je peux donc le sentir quand j'ai faim ou quand je suis rassasiée en mangeant. Je me sens particulièrement chanceuse de pouvoir ressentir la satiété. Sinon, je mangerais tout le temps et je prendrais du poids. Un problème que je pourrais avoir est celui de l'accouchement. Les femmes savent qu'elles sont sur le point d'accoucher à cause de la douleur. Les gens comme moi ne ressentent pas ce genre de douleur non plus. Cela pourrait vous sembler bien aussi. Que veux-tu de plus? Tu peux accoucher sans douleur, pourrait-on dire. Cependant, une mère doit pousser pour pouvoir accoucher. Mais si on ne ressent pas de douleur lors des contractions, on ne sait pas qu'on doit pousser. Je ne pourrais donc probablement pas accoucher naturellement. Je devrais accoucher avec une césarienne. Mais ça, c'est l'avenir. En fait, je voudrais parler davantage de ce que je vis actuellement. Vous savez ce qu'est le problème le plus courant dans ma vie quotidienne? Je me mords l'intérieur de ma joue quand je mange. Vous ne le faites pas aussi souvent que moi, car vous savez que ça vous fera mal grâce à vos expériences passées. Je n'ai jamais ressenti de douleur, donc je n'ai pas cette expérience. C'est pourquoi je me mords souvent la joue ou la langue en mangeant. Parfois, je me retrouve avec la bouche pleine de sang. Je dois donc arrêter de manger et me laver la bouche. C'est en fait comme ça que j'ai été diagnostiquée. Quand mes dents sont sorties pour la première fois, j'ai commencé à manger ma langue. Je la mordais et ma bouche était toujours pleine de sang. Quand ma mère l'a dit au médecin, il a dit que ce n'était pas normal du tout. Au début, il ne savait pas ce qui n'allait pas, car c'est une maladie si rare. Puis ils ont fait quelques tests. Ils l'ont compris quand ils ont réalisé que je ne ressentais pas la douleur. Ma mère dit toujours que pour elle, le plus dur a été quand j'étais bébé. Par exemple, je faisais une sieste l'après-midi, puis ma mère voyait que mes yeux étaient tout violets quand je me réveillais. Il s'est avéré que j'appuyais trop fort quand je me frottais les yeux. J'ai encore beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais au moins, mes parents n'ont pas à y faire face. Tant de choses se sont passées quand j'étais à l'école primaire. Vous êtes trop jeune pour vous protéger à cet âge-là. Par exemple, je voulais faire du patin à roulettes. Je l'ai supplié, mais bien sûr ma mère ne m'en a pas offert. Un jour, j'ai donc emprunté les rollers de mon ami et je suis allée en faire. Quand je suis rentrée à la maison, mon bras gauche pendait très bas. J'étais tombée dessus en faisant du roller. Je n'avais rien ressenti, donc je ne savais pas qu'il était cassé. J'ai donc continué à patiner comme si de rien n'était. Et je suis tombée dessus une deuxième fois.
Si je me souviens bien, je me suis cassé le bras à 6 endroits. En général, un os cassé guérit en 1 mois chez les enfants, mais j'ai dû porter un plâtre pendant 4 mois. Vers cet âge, une autre chose folle s'est produite. J'avais toujours des tonnes de bleu partout sur mon corps. Et un bandage sur mon bras, ma jambe et même ma tête. Une des voisines l'a remarqué. Elle m'a observé un certain temps. Elle a pensé qu'il devait sûrement y avoir de la violence chez moi pour que j'ai autant de bleu. Et a appelé la police. 2 assistants sociaux sont venus chez nous. Mes parents leur ont montré les rapports du médecin, donc ça allait. C'est un peu tragique, mais on en rit quand on en parle. J'ai mentionné tous les inconvénients. Y a-t-il des avantages à ne pas ressentir de douleur? Peut-être, mais je ne les ai jamais explorés. Vous vous souvenez quand c'était super tendance de manger le piment le plus épicé du monde sur YouTube? Ces vidéos avaient des millions de vues. Des gens ont gagné beaucoup d'argent comme ça. Si j'avais voulu, j'aurais pu manger le piment le plus épicé de la galaxie. J'aurais pu être invitée sur une chaîne YouTube sans parler à personne de mon état. J'aurais pu lancer ma chaîne après être devenue célèbre en tant qu'invitée. J'aurais gagné une tonne d'argent. Je plaisante. Ne vous laissez pas tromper par cette vidéo. Je n'aime pas être devant les caméras. De toute façon, je ne veux pas gagner d'argent grâce à ce qui me rend la vie très difficile. J'ai lu quelque part qu'un type en Inde gagne sa vie grâce à cette condition. Il se produit dans la rue, s'enfonce des brochettes dans le corps, marche sur le feu et laisse des voitures passer sur ses pieds. Même s'il ne ressent pas la douleur, tout cela est très risqué. Il pourrait facilement se faire du mal. Les gens comme moi vivent des vies pleines de dangers. Pourquoi la rendre plus dangereuse avec ces tours? Malheureusement, les personnes dans mon état ont une durée de vie courte. Je vous ai déjà dit tellement de choses que vous en êtes conscient aussi. À tout moment, je pourrais subir l'une de ces centaines de problèmes. Comme une crise cardiaque. Les crises cardiaques présentent certains signes. Si on ressent des douleurs à la poitrine, on doit se rendre immédiatement à l'hôpital. Ainsi, les médecins peuvent intervenir avant la crise cardiaque. Je ne pourrais pas faire ça. Sans la douleur à la poitrine, je ne saurais que je fais une crise cardiaque qu'une fois qu'elle aura commencé. Mais il y a une chose positive à propos de ma condition. Je n'ai pas à subir la douleur des règles. Ma mère a d'horribles douleurs de règles. Ces douleurs commencent quelques jours avant ces règles et durent plusieurs jours. Si je sentais la douleur, je suis presque sûre que je souffrirais comme ma mère. Heureusement, je n'ai pas à m'inquiéter de ça. L'autre chose positive, c'est que je n'ai jamais de démangeaison. Certaines personnes atteintes de cette maladie ne les ressentent pas non plus. Je fais partie de ces gens. Je n'ai jamais eu la moindre démangeaison. Peu importe le nombre de moustiques qui me piquent, ça ne me gratte pas. Même si la zone mordue devient rouge ou enflée, je n'ai jamais envie de la gratter. C'est drôle parce que les moustiques m'adorent. S'il y a 10 personnes dans une pièce, c'est moi qu'ils mordent. Si je sentais les démangeaisons, j'aurais de gros problèmes. J'imagine que c'est ainsi que les parties négatives s'équilibrent. Plus je vous parle des avantages de ma condition, plus je m'en souviens. Je ne transpire pas, même quand il fait très chaud. Quel est le rapport avec la douleur, vous demandez-vous peut-être? Vous avez raison. Mais les personnes atteintes de cette maladie ne transpirent pas. Je n'ai donc pas à réfléchir à si je sens mauvais. Je n'ai jamais dépensé d'argent pour acheter de déodorant de ma vie. Mon médecin suit mon état de santé depuis des années. Un jour, il a dit « La seule douleur que vous ressentirez, c'est le chagrin d'amour. » Mais je ne suis pas encore tombée amoureuse. Je sais que c'est stupide, mais je rêve de tomber amoureuse de quelqu'un et je veux que cette personne me quitte. Pour que je puisse avoir le cœur brisé comme l'a dit mon médecin. Beaucoup disent sur Internet que les peines de cœur ressemblent à des douleurs physiques. C'est la seule chance que j'ai de ressentir de la douleur. Qui sait, peut-être que je finirai par en faire l'expérience. Finalement, je dois parler de ceci. Existe-t-il un remède pour cette maladie? Malheureusement non. Mais on connaît les raisons et les circonstances dans lesquelles elle est vue. Ce serait donc possible de trouver un remède. Cependant, peu de personnes dans le monde en sont atteintes. Le nombre exact n'est pas connu, mais il est probablement inférieur à 500. Pour les entreprises pharmaceutiques, moins de patients signifie moins d'argent. Donc personne n'investit pour trouver le remède.
Vous savez, le remède à de nombreuses maladies se trouve grâce à la recherche scientifique. Il faut des années pour que la recherche devienne un remède. Ils trouveront peut-être quelque chose un jour, mais il n'y a rien maintenant. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, vous connaissez mon histoire. Dites-moi maintenant, aimeriez-vous être à ma place? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez regarder des histoires intéressantes à propos de vraies personnes, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez une histoire intéressante, envoyez-la nous par email. Notre adresse email est dans la barre de description. Bye bye!